Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première table ronde, dans cette première émission de débat, de discussion que j'ai voulu faire avec des femmes entrepreneuses, des femmes qui ont réussi. Parce que j'ai eu envie de créer ce concept où on va parler ensemble sans nos masques, comme j'aime bien dire, de femmes à succès aussi, mais plutôt pour vous parler de tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qu'on ne montre pas dans la réussite au féminin, tout ce qu'on ne montre pas dans notre quotidien, tout ce que les personnes que vous avez ici et moi-même ne partageons pas dans nos stories, dans nos vidéos. Je suis là pour vous montrer ce qui se passe aussi dans l'ombre, dans nos ombres, dans nos courriers fiscaux par exemple, et dans la création de nos entreprises ou du développement de nos entreprises. Et forcément pour cette première discussion, j'ai voulu bienveillante et dans laquelle on va pouvoir papoter entre femmes de sujets féminins, et pas que d'ailleurs, j'ai décidé d'inviter 3 femmes à succès. On a Aurora Davoli qui est avec nous. Merci. Et qui est l'initiatrice, donc l'une des initiatrices du mouvement Girl Boss et qui est coach en image de soi. Lucie Lebas qui est blogueuse et conseillère en décoration et en style éthique. Et Laura-Lys Bouvier, maître Laura-Lys Bouvier d'ailleurs, qui est avocate, docteur en droit et influenceuse. Merci à vous les filles d'être à mes côtés aujourd'hui. Et quand je vous ai proposé cette première table ronde, vous avez toutes été plutôt ok, vous avez toutes été assez enjouées par le sujet. Pourquoi est-ce que ça t'a intéressée, Lucie ? Déjà pour toi, parce que tu as une énergie incroyable et que tes valeurs, je les partage. Et j'ai voulu partager aussi avec des femmes que je connaissais pas, par Aurora. Et je suis très contente de te rencontrer. Et je savais que ça allait être quelque chose de bienveillant, surtout de constructif. Et j'avais envie de parler, parce que je pense que chacune de nous avons des expériences différentes. Mais j'avais aussi effectivement d'être transparente et de parler de ce qu'il y a derrière et de parler de l'ombre. Je trouvais le sujet assez intéressant parce que la vulnérabilité, on en parle énormément sur les réseaux sociaux. Mais la vulnérabilité 100%, je pense qu'il reste encore un peu de chemin à faire. Donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et d'aller dans le sujet en profondeur. Il y a un monde pour vous entre Insta, Facebook, enfin vos réseaux sociaux, YouTube et la vraie vie. Évidemment, c'est une vitrine, les réseaux sociaux. Alors je parle pour moi, mais je pense que je parle aussi pour nous toutes. C'est une manière de montrer ce qu'on fait, c'est une manière de partager des idées aussi, c'est une manière d'influencer, parce qu'on est toutes au final des influenceuses, et c'est une manière de motiver, d'apporter quelque chose de positif. Et c'est vrai que quand on apporte quelque chose de positif, on ne parle pas forcément du négatif. Alors on en parle un petit peu, mais comme Lucie, tu l'as très bien dit, on parle de la vulnérabilité, mais on n'en parle pas forcément de façon très détaillée. Comme tu l'as dit, Brenda, on ne parle pas des courriers fiscaux qu'on reçoit ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des points, et je rejoins aussi ce que tu as dit, qui sont importants à mentionner. Il y a l'envers du décor qui est important à mentionner aussi, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est humaine et ce qui fait aussi qu'on réussit, parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on a eu des obstacles, et qu'on s'est battu contre ces obstacles, et que l'intérêt aussi, je pense, de cette table ronde, c'est de montrer à toutes les jeunes femmes, jeunes et moins jeunes, et toutes les entrepreneuses qui nous regardent, que malgré les obstacles, on peut réussir, et c'est les obstacles qui nous renforcent. Ouais, je dirais aussi, c'est ce qui est intéressant en fait avec ta table ronde, c'est aussi le fait qu'on partage les moments de doute. Ouais. Pas que les galères. Pas que les galères, les moments de doute. Parce que parfois, il y a en effet le problème de l'entrepreneuse qui ne s'attend pas à payer énormément d'impôts ou d'ailleurs des impôts tout court. Hein. Voilà. Mais après, il y a aussi les moments où cette vulnérabilité, c'est aussi le fait de se dire est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que ce que je suis en train de faire est aligné avec qui je suis ? Ou est-ce que je suis en train de le faire parce que je suis dans ce mood de je veux réussir, mais finalement, ça ne me correspond pas tant que ça. Et c'est aussi, tous ces moments-là sont importants parce que c'est une remise en question qui va faire que finalement, ce qu'on peut délivrer à nos clients est encore plus vrai. Mais c'est nécessaire et franchement, ce n'est pas gai de passer par là. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des remises en question comme ça, mais c'est vraiment pas cool. Mais il faut passer par là. C'est ça. Moi, j'ai un exemple qui me vient tout de suite là-dessus qui me fait me dire penser, et c'est un vrai exemple, les amis, véridique, qui arrivé hier. Parce que hier, j'ai Lucie qui m'a appelé pour confirmer la table ronde. Elle m'a trouvé au téléphone, j'étais en train de pleurer parce que je venais d'apprendre que j'allais avoir des impôts en plus, quoi. Bah oui, c'est ça, des impôts en plus, qu'une personne qui devait être à cette table ronde
finalement le Covid. J'ai appris qu'une autre personne qui devait être à cette table ronde n'a pas pu venir aujourd'hui, donc ça je l'ai su il y a 1h30, 2h. Donc au final c'est ce genre de galère, et ça je le montre, enfin c'est vrai que je l'ai jamais vraiment montré sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ce qu'on se dit aussi c'est ils vont moins nous aimer si on montre ces choses-là. Je sais pas si vous ça vous évoque quelque chose, mais moi je me dis je suis censée être coach, je suis censée être leader, et c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je pense aussi que j'ai envie de délivrer mon message. Forcément on a un poids, on a une influence, j'aime ce côté leader, et autant j'essaie de montrer avec vulnérabilité ce qui se passe, mais jamais sur l'instant T. Vous voyez, vous allez en parler derrière pour parler des connaissances, finalement, du savoir que ça vous a apporté, mais le moment T où notre mascara coule, et on en a comme ça on n'en parle jamais, et on le montre pas, parce que je pense que ça montre une certaine forme oui, c'est ça, de vulnérabilité, mais presque de faiblesse. Et je pense que les réseaux sociaux font tout pour nous montrer comme forts et inspirants, et pas du tout comme des personnes qui peuvent poser un genou à terre, quoi. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense aussi qu'il est nécessaire, comme on est dans une société de l'instantané avec les réseaux sociaux, qu'il faut quand même prendre du recul. Je ne suis pas certaine que poster une vidéo en pleurant, en disant ça va pas du tout, j'ai des impôts à payer, c'est vrai. Ce soit peut-être le bon moment. En revanche, prendre du recul, et moi j'ai pu m'en apercevoir parce que pendant très longtemps j'ai pas montré mes faiblesses. Il se trouve que j'ai eu un contentieux qui a duré pendant 2 ans, dans lequel on n'a pas encore le délibéré, donc je peux pas encore véritablement en parler, mais j'ai subi un cyberharcèlement dans le cadre de ma profession d'avocat particulièrement violent. J'ai reçu des milliers de menaces de mort, et quand je dis des milliers, c'est des milliers de menaces de mort. Et pendant très longtemps, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que justement, je ne voulais pas passer pour faible, alors que j'étais au fond de mon lit, que je pleurais pendant des heures, que ça me mettait vraiment un coup. Et je me suis aperçue, avec le recul, si j'en avais parlé à l'instant T, je pense que je n'en aurais pas bien parlé. En parler après, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de prendre du recul. J'ai pris conscience que j'étais une victime, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui étaient graves, j'ai pris conscience aussi de ma vulnérabilité, et j'ai pris conscience que ces épreuves me permettent aujourd'hui d'aider davantage mes clients. J'ai fait un TEDx il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, et au contraire, ça permet de montrer sa vulnérabilité, montrer les épreuves, et surtout comment on a survécu à ces épreuves. C'est ça qui est la vraie inspiration, en fait. Pas de montrer qu'on est des Wonder Woman ou qu'on n'a jamais aucun problème. On a des problèmes, on cherche comment les résoudre, et ensuite, à ce moment-là, je pense que c'est bien d'en parler. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Justement, en tant que coach, souvent on a l'impression, ce que je ressens, si on a eu quelque chose de difficile, si on a été déprimé, c'est comme si on se devait d'apporter tout de suite des solutions à notre communauté. Et au lieu d'être soi-même et vulnérable et dire là ça va pas, notre position de coach fait qu'on a besoin d'être montré qu'on est résiliente, qu'on a appris la leçon et que tout de suite on sait rebondir. Et du coup c'est vrai, des fois il faut un peu de temps pour savoir effectivement je l'ai bien digéré, j'ai bien transcendé et inclus ce qui vient de se passer. Alors que si on parlait de nos émotions sur le coup, les leçons peut-être qu'on les tirerait moins vite, et on choquerait peut-être aussi notre audience qui est peut-être pas consentante pour recevoir cette énergie aussi sur le moment. Vrai, tout à fait. Et moi c'est très important ça, quand je pose sur les réseaux, je me demande comment sont les femmes qui me suivent, est-ce qu'elles ont envie d'entendre aussi certaines choses ou pas. Mais en tout cas pour moi le consentement de l'énergie basse il est vraiment important. Et selon moi aussi, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité. Parce qu'au fait, on ne sait pas sur qui on tombe. C'est vrai. Souvent, moi, je me suis rendu compte que je parlais sans le savoir, parce que ce n'est pas les femmes à qui je m'adresse d'habitude, avec des filles qui ont 15 ans, 18 ans, 17 ans. Et quand tu vas peut-être cracher du noir parce que tu l'as sur le cœur, tu ne sais pas comment elles vont le recevoir. Donc moi, je me suis promise une chose, sur les réseaux sociaux, je ne poste que quelque chose quand j'ai trouvé la solution à un problème que j'ai affronté. Mais tu vois, je trouve qu'on a aussi, avec le temps, avec les évolutions qu'on a eues et nos réussites et nos échecs, on a des épreuves qui sont à la hauteur de nos standards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des épreuves de femmes qui ont réussi à surmonter les épreuves d'avant. En fait, par exemple, cette histoire de courrier fiscal, ce fameux courrier fiscal, je veux dire, c'est un problème que j'aurais jamais eu il y a 3 ou 4 ans en fait, parce qu'il y a 3 ou 4 ans, j'étais auto-entrepreneur, je payais 20% de taxes et déjà à l'époque je pleurais des 20% de taxes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des problèmes qui évoluent avec notre propre évolution en fait. C'est seulement on passe des échelons
Et ce que m'a dit un ami, j'en ai parlé sur Instagram récemment, c'est comment veux-tu, quand tu as un genou à terre, arriver au sommet si tu n'as pas avant résolu les problèmes qui t'amènent au sommet. Parce que pour résoudre les problèmes que tu as au sommet, il faut d'abord résoudre les problèmes que tu vas avoir pendant toute la route, parce qu'au final, je pense que notre réussite est un chemin initiatique vers la réussite et vers notre réussite intérieure aussi. J'avais une autre question aussi à vous poser, toujours sur ce thème de l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez vous? Est-ce que quand vous étiez petite, vous vouliez entreprendre, défendre vos valeurs? Est-ce que c'était quelque chose, toi, Aurora, qui t'attirait? Est-ce que tu t'es tout de suite dit « j'ouvrirai une entreprise plus tard » ? Alors, je vais te répondre honnêtement. Non. Non, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi et pourtant, je me le suis toujours nié. Et c'est là, en fait, où on va aussi voir l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Moi, je viens d'une famille de profs, donc de fonctionnaires, dont eux, ils sont fonctionnaires et leurs parents étaient aussi fonctionnaires, les 4 grands-parents. Donc, en fait, c'était juste pas une possibilité. C'est pas que je n'y pensais pas parce que je ne voulais pas, c'est que je ne connaissais pas cette option. Et pire, mon père, quand il parlait des entrepreneurs, parce que je suis sicilienne, mais j'ai toujours habité à côté de Milan, donc c'est quand même le noyau industriel de l'Italie. Quand il y avait autour de moi, il y avait des personnes qui avaient entrepris, des papas, de mamans de mes copines de classe. C'était quand même des personnes qui finalement, ils allaient en prison. Et j'ai eu Berlusconi qui a essayé d'acheter une grande maison qui était dans la mairie où mon père était à la mairie. Donc voilà, avec tout l'amour qu'on peut porter envers cet homme. Hein. Donc voilà, c'est pas le plus honnête des hommes. Donc finalement, mon père m'a toujours dit, si tu as de l'argent, c'est que tu es une voleuse. Et pour moi, l'idée d'un entrepreneur, on n'entreprend pas pour rester pauvre. On est d'accord? Ouais, la base. Voilà, donc finalement, pour moi, c'était juste la propriété transitive. C'est, entrepreneur égale argent égale voleur, entrepreneur égale voleur. Donc finalement, comment je pouvais... Et en plus, entrepreneur, c'était un concept abstrait, parce que dans ma famille, personne n'avait entrepris. Et du coup, je me disais, je me suis même pas posé la question. J'ai commencé à me poser la question, même pas en arrivant en France, parce que comme j'étais formatée depuis l'Italie, déjà le fait de passer du public au privé, parce que quand j'ai toujours travaillé dans le privé, c'était déjà énorme. Et en plus, le fait de prendre des responsabilités, parce que moi j'étais responsable du trade marketing au niveau international chez une grande entreprise de l'Internet, pour les gens, on ne comprend pas comment tu peux laisser tout ça pour devenir coach alors que tu as un super bon salaire, tu as des responsabilités, tu as une équipe. Tu as l'honneur qui va avec le poste. Et quelque part, j'avais fait des grandes études, donc pour eux, c'était pas logique. Voilà. Donc, mais finalement, c'est quelque chose... Oui. C'est un métier sous-coté. Totalement. Ouais. Totalement. C'est surtout que c'est un métier qui n'est pas cadré. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas cadré. Aux États-Unis même, ce n'est pas cadré. Donc, tant que ce n'est pas cadré, ça veut dire que n'importe qui, demain, il met la pancarte sur la porte, je suis coach. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est dans ce sens. Et puis après, d'un coach, il y a coach sportif, coach en séduction, coach de vie, il y a coach en image. Il y a plein de coachs différents. Donc, finalement, comment faire la part des choses, même quand la terminologie n'est pas exacte. Et donc, l'idée ici, c'était plutôt de me dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'était la grosse question. Hein. Moi, je me la suis posée il y a 4 ans. J'avais déjà 38 ans. Donc, j'ai pas démarré tôt, entre guillemets, parce que il a fallu justement arriver. Quand tu dis, on ne peut pas assumer les épreuves d'après, c'est tout à fait ça. On ne peut pas. Si on n'est pas prête, on n'est pas prête. Moi, déjà, je devais avoir une évolution de mindset qui m'amène déjà à reconnaître que oui, je voulais travailler pour moi-même. C'est fou ça, parce que j'ai remarqué justement, ça me fait une très bonne transition, j'ai remarqué que toutes les personnes qui ont réussi assez vite, comme ça a été mon cas, c'est des personnes qui avaient une espèce de candeur, c'est-à-dire qu'ils ont débuté soit très jeunes comme moi, j'avais 18 ans quand j'ai débuté, soit qui en fait ne se sont pas du tout posé les questions du pourquoi, du comment. C'est on y va et on verra plus tard. Et en fait, je trouve que c'est surtout ça le secret, c'est d'avancer imparfaitement et de ne pas... En fait, plus on va tourner autour de l'entrepreneuriat sans y rentrer, plus on va se poser des questions sur est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas, est-ce que je mérite d'être à cette place ou pas, tandis que c'est vrai que
quand on démarre tôt ou qu'on y va vraiment avec le feu. Et là, il y a plein d'interviews. Je regardais Aline aussi de The Bee Boost, Robin Janssen qui a aussi une chaîne qui expliquait qu'on débute vraiment avec juste l'envie de partager du contenu et on verra. Je veux dire, on pense pas une seconde déjà, comme je disais, qu'on va avoir des problèmes après en fait, parce qu'on n'a pas ce recul, comme toi qui es avocate par exemple, ce recul voilà ce qui se passe derrière en fait, voilà aussi les problèmes que tu vas avoir, les problèmes de riches comme j'appelle ça, mais qui sont au final des problèmes aussi qu'on a à gérer. Et c'est intéressant que tu mettes ça en avant. Est-ce que toi justement, Lucie, t'as eu cette transition de est-ce que je mérite ma place ? Est-ce que je suis cohérente aussi, parce que t'as pas commencé aussi jeune que moi, je crois. Comment toi t'es passé autour, enfin Moi c'était très vicieux parce que depuis on va dire mes 12 ans, je sais que j'étais différente. Je sais que par exemple quand j'ai appris qu'on allait devoir faire des stages en 3e, ça veut dire pendant 15 jours faire 35 heures dans une entreprise que tu connais pas, j'en avais des crises d'angoisse. Pour moi, quelqu'un qui faisait un travail de 35 heures, je voyais ma mère qui était salariée, je comprenais pas comment c'était possible. Pour moi c'était la prison. Donc je commençais déjà à cette époque me dire non, il doit y avoir une autre voie qui est possible. Et je faisais de la politique. J'étais très très engagée dans la politique et je me suis rendu compte que tu pouvais faire quelque chose de passionné. Donc la politique, elle commençait à me montrer l'entrepreneuriat et l'image personnelle. Et petit à petit, j'ai rencontré des entrepreneurs parce que j'étais attirée par leur aura. Mais je me sentais pas légitime d'être entrepreneur. Je me sentais pas, je voyais pas un bon en moi particulier ou je voyais pas une force en moi particulière. Et donc là où c'était très vicieux, c'est que j'étais très attirée par les entrepreneurs. Et tout de suite, comme je pense que j'étais pas trop bête et que j'avais un peu de conversation et peut-être que j'avais un côté un peu séduisant, j'en sais rien, mais j'écoutais bien, et j'ai connu des entrepreneurs à succès, mais vraiment à succès. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis là pour être la bonne copine des entrepreneurs à succès. Mais moi, j'ai pas besoin de penser à moi, je sais pas, je suis la femme de l'ombre. Puis à un moment, je me suis dit, stop, j'ai envie d'avoir ma place au soleil aussi. Et je veux prendre cette place au soleil. Donc il a fallu que j'aille à la rupture, me dire j'en ai marre de donner mon énergie pour des personnes autour de moi, je veux la mettre pour moi. Et à partir de ce moment-là, les choses ont pu changer. Donc je suis dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans, on va dire. Mais sinon, j'ai toujours été très très près depuis mes 16 ans, quoi. C'est fou. C'est dingue. Toi, Lauralie, t'es née avocate dans ta tête, c'était... Je ne suis pas née avocate du tout. Je suis née styliste, astrophysicienne, maîtresse d'école. Je suis née plein de choses, mais pas du tout avocate. Et alors, il y a un truc, c'est que tous les entrepreneurs, on a quand même un truc qu'on partage, c'est la créativité. Et j'ai toujours été une petite fille très créative. J'étais fille unique aussi, donc ça aidait. Donc je créais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous anime tous en tant qu'entrepreneurs. Et je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, c'est que, en fait, on nous apprend pas à être entrepreneur. À aucun moment, que ce soit à l'école ou même après à la fac, à aucun moment, on te dit tu vas être entrepreneur. Voilà comment est-ce que tu peux monter ton entreprise. Voilà comment tu peux être indépendant ou comment tu peux être libre. Au contraire, on a plutôt tendance. Alors, à la fac de droit, par exemple, ou à l'école des avocats, on nous explique que la voie classique, c'est celle de la collaboration, c'est-à-dire celle qui consiste à rentrer dans un cabinet et à travailler pour un cabinet. Ça convient très bien à beaucoup d'avocats. Moi, ça ne m'a pas convenu parce que je n'avais pas envie de rentrer dans un cabinet et j'avais envie de mener mon activité comme je l'entendais. Mais il y a cette idée que on n'est pas dans un système, on n'est pas dans un milieu dans lequel on prône l'entrepreneuriat. Donc déjà c'est compliqué. La deuxième chose aussi, et je reviens sur la question de la légitimité, c'est difficile de se sentir légitime quand on monte son activité, j'ai envie de dire d'une certaine manière, de toute pièce, surtout quand on est une femme. Parce que on se dit, on est souvent très perfectionniste aussi. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup. Des petits comme des plus gros, des gens qui ont grandi, j'ai créé leur société, je les accompagne et je les aide à construire leur bébé et c'est génial, c'est super parce qu'on les voit évoluer. Et le truc qu'il y a, c'est que à aucun moment ces personnes-là ne vont arriver et vont me dire je suis légitime dans ce que je vais faire. À chaque fois, je suis obligée de leur dire, et c'est pas du juridique,
c'est pas grave de pas faire quelque chose de parfait au départ. Parce qu'on a toujours envie au départ de faire quelque chose de parfait. D'avoir le site web parfait, le site qui coûte 5 000 €, d'avoir le cadrage vidéo parfait avec le matériel qui coûte aussi des milliers d'euros, et on n'ose pas se lancer. Et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup d'entrepreneuses parce qu'on a peur des critiques. Alors tu parlais tout à l'heure des problèmes que peuvent avoir les entrepreneurs. Alors il y a bien évidemment les problèmes administratifs, les problèmes fiscaux, enfin les problèmes de difficultés on va dire, ou les embûches classiques qu'on peut avoir. Et il y a aussi le problème des réseaux sociaux. Parce que quand on est entrepreneur, et on va peut-être aborder la question, on est aussi très présente sur les réseaux sociaux et on a peur de ce regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Est-ce qu'ils vont penser que ce que j'ai fait n'est pas assez bien? Et du coup, je vais me censurer et je vais pas le dire. Et je vais pas donner mon avis. Et je vais pas faire cette vidéo parce que elle n'est pas encore assez bien. Je vais attendre d'avoir un meilleur matos. Je vais attendre d'avoir quelque chose de mieux à dire. Et au final, on n'avance pas. Donc il faut, je pense, et on devrait l'enseigner à l'école en fait, on devrait dire, et surtout aux jeunes femmes, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat au féminin, et c'est vrai que peut-être qu'on a plus tendance à pousser les hommes d'une certaine manière, on les pousse pas vraiment, mais peut-être plus, mais pour les femmes je pense que c'est encore plus compliqué. Il faut apprendre, je pense, aux enfants dès le plus jeune âge que s'ils veulent être libres et s'ils veulent créer leur activité, ils peuvent le faire. Ça tu vois, c'est typique parce que quand tu es à l'école et que tu fais quelque chose de moyen, t'es considéré comme moyen. Un 5 sur 10 quand t'es en CE2, t'es une merde. Enfin, clairement, on veut tous un 8. Je veux dire, jamais on va te dire, c'est bien, tu peux passer à l'étape supérieure. Alors que dans la vie réelle, c'est par nos challenges et le fait que notre impatience, moi je me considère comme très impatiente et je pense que c'est mon impatience qui m'a énormément aidée à avancer vite. Alors c'est un défaut dans plein de secteurs, mais pour le coup dans l'entrepreneuriat je pense que c'est quelque chose d'assez positif. C'est que c'était pas très bien, j'y allais quand même et derrière ça m'a permis de m'évoluer. Mais c'est vrai que quand tu entres dans le moule scolaire et éducatif d'aujourd'hui, tu es dans cette sphère du 5 sur 10 c'est pas assez. Tu dois progresser. Et puis tu as une comparaison aussi avec les autres. Si les autres ils ont 8 sur 10, 10 sur 10, pourquoi toi tu l'as pas? Si tout le monde avait 5 sur 10, il n'y aurait pas de problème en fait. Mais c'est cette comparaison qui nous bride énormément. C'est ça, et pour autant, ce que les gens, pareil, ne se montrent pas dans la vraie vie, je trouve, c'est que nous aussi, on arrive à avoir des pètes au casque, et alors qu'on a évolué et on continue d'évoluer. En ce moment, moi, j'ai un truc avec ma voix. J'écoutais mes interviews ou j'écoutais mes stories que je fais, je me disais, mais putain, ta voix elle est dégueulasse, elle monte vers le haut, tu sais, moi je le vois comme ça, alors que tout le monde en a strictement rien à foutre, tout le monde me dit que c'est très bien, enfin j'ai pas de... Mais en fait je pense que le muscle qu'on a mis en place c'est envoie quand même, vaut mieux y aller et que ce soit moyen que d'y aller et que ce soit parfait et d'avoir la voix la plus posée parce qu'au final ce qui devait te prendre 15 minutes va te prendre 2 heures. Moi je reviens sur l'histoire du système scolaire parce que pour moi déjà, et ça c'est vrai que je le rapporte à mon cas, il faut déjà donner l'option. Moi on ne l'a même pas présenté cette option de l'entrepreneuriat. Et c'est du coup, je me suis jamais posé objectivement la question de la légitimité. Peut-être parce qu'en arrivant tard sur l'entrepreneuriat, j'en avais plus rien à faire. Ouais. Tu vois, j'en avais plus rien à faire. C'est-à-dire que j'en étais à un point où c'était juste moi. Et comme tu dis, il est temps de prendre ma place au soleil. Et j'en étais arrivée à un point où je me suis dit, ça passe ou ça casse, ça ne me concerne pas. C'est moi et j'en ai marre de ne pas présenter au monde qui je suis. Et aujourd'hui, si justement, en effet, il y a tout un travail à faire avec l'éducation nationale parce qu'on ne donne pas spécialement l'option. Donc, en effet, quand tu n'as rien à perdre, quand tu sors d'école, tu n'as rien à perdre si tu tentes. Mais si on ne t'a pas dit que tu pouvais tenter, tu vas peut-être pas le faire tout simplement parce que tu sais pas. Tu sais pas. Même on a l'impression que c'est un monde un peu parallèle. Je sais pas si vous avez dit ça. Moi, maintenant, avec le recul, je sens que j'étais faite pour entreprendre parce qu'il y a des petites actions du quotidien. J'allais dans les brocantes, je faisais des fausses brocantes chez moi. Moi aussi, je le faisais à l'école. Voilà, dans le couloir de mes parents, j'empilais des VHS. Vous vous rappelez les cassettes vidéo? Je les empilais comme ça, je mettais une nappe dessus, mais vraiment la meuf était déter en rentrant des cours, tu sais, enfin des cours du CE2. Et je mettais des jouets et je disais à ma mère, je te le vends, mais tu me le rends après, tu vois. mais dis, elle me donnait 2 euros. Ça s'appelle du communisme, ça. C'est ça. On prend l'escroquerie aussi. Ouais. Clairement. Mais bon, elle était au courant. Tu vois, elle était d'accord. Avec confiance, avec faiblesse, on peut. Ok, donc la leçon c'est d'avoir des parents consentants et qui... Okay. Mais pareil, et à 9 ans, j'ai ouvert ma première plateforme de montage parce que je regardais des vidéos sur YouTube de dessins animés et je me disais trop bien, moi aussi je veux faire pareil, je regardais les tutos,
À 9 ans, je regardais à 12 ans, je commençais vraiment à être à fond. Et je regardais, tu sais, les petits trucs et je me disais, ok, donc le tuto, il faut que je fasse ça. Et je comprenais rien de ce que je faisais, mais je le faisais. Et j'avais ouvert une chaîne YouTube c'était des images qui défilaient, mais je veux dire, tu vois, il y avait un entrepreneuriat. J'ai ouvert un blog dans lequel j'écrivais une histoire. Mais à aucune seconde, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Moi, mon but, c'était de faire du montage, de rentrer dans une boîte qui me paye, et je m'en rappelle encore, 1 800 €. Je voulais 1 800 € de salaire. C'était ça, c'était ce que je voulais en début de carrière, et je voulais finir à 2005, je crois, à 60 ans, et attendre la retraite, tu vois. Et je me disais... Enfin, ça, c'est mon goal, tu vois. Et pas une seconde, je me suis dit, je suis entrepreneur. En fait, c'était... Je pense que ce qui nous fait peur aussi, c'est que, surtout en tant que femme, on nous dit de toujours choisir la sécurité. Parce que peut-être le corps, peut-être je sais pas si vous en pensez, mais on nous dit toujours, prends pas de risque, sois en sécurité, parle pas aux inconnus. Et ça, en fait, c'est des sorties de zone de confort qu'on nous éduque pas, et donc on reste dans ce moule sécuritaire du CDI, de l'entourage. C'est vrai que quand t'es entrepreneur, au départ, t'es seul. Donc, soit en communauté, soit protégé. Et il t'arrivera rien, mais fais pas de vagues, tu vois. On est quand même dans une belle société judéo-chrétienne où la place de la femme est telle qu'on sait. Et je pense qu'on est encore dans cette optique de la femme est à la maison, où c'est le mari qui doit gagner plus d'argent, etc. Nous, notre nouvelle génération, peut-être qu'on commence à changer les choses, mais je ressens que c'est encore bien ancré. Quand tu vois le nombre de mariages où... Enfin, j'ai ma religion, mais je veux dire... Quand t'entends les mots qui sont prononcés encore aujourd'hui dans les mariages à l'église, où tu jures fidélité à tout jamais, et que c'est la femme qui doit s'occuper du foyer et que le mari doit être sûr de ramener de l'argent, bah il y a un peu un décalage. On t'apprend finalement à rester à ta place. Et aux hommes d'aller pas avoir de sensibilité. Exactement. Ouais. Moi je trouve qu'en France c'est encore pire, dans le sens où peut-être avant c'était ça, et du coup au moins la femme avait sa place entre guillemets. Maintenant la femme elle doit aller bosser, elle doit éduquer les enfants, elle doit être belle, elle doit être bonne. Elle doit être sexuellement active et elle doit tout être, elle doit être tout, mais par contre il faut surtout pas qu'elle crie un peu de plus haut, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est gênant, parce que et pour revenir juste à ce que tu disais tout à l'heure, Brenda, par rapport au fait de pouvoir se lancer, etc., sur la femme, je pense que ça dépend énormément de la confiance en soi qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas. Aujourd'hui, alors après, est-ce que c'est mes clients? Mais les hommes non plus aussi, hein, en vrai. Je pense qu'il y a un vrai souci en ce moment. Moi, c'est vrai que je lutte beaucoup parce que je le vois beaucoup sur la guerre des sexes, tu vois. Pour moi, et je fais une table ronde juste après aussi sur ce sujet des hommes et de la pression masculine, parce que, tu vois, c'est souvent, et c'est pour ça aussi que parfois j'ai du mal avec les notions de féminisme, parce que c'est les femmes contre les hommes. Non, et tu vois, moi, je suis pas là-dedans. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où chacun est en train d'essayer de lutter contre sa propre pression sociale, et en fait les rôles sont moins établis qu'avant. Tu vois, le cadre il est moins cadré pour l'homme et la femme qu'avant, et c'est très bon sur certains points. Maintenant, pour moi, ça dérègle un peu aussi le système qui a été mis en place, et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à se retrouver dans qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, je pense qu'en ce moment, on est moins dans on n'est plus trop dans la femme doit rester à la maison. Par contre, on va pas lui dire qu'elle peut être entrepreneur. En fait, on est encore dans la transition, je pense, du qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je suis libre de pouvoir être ce que j'ai envie de faire, parce qu'on est aussi dans une société qui est très cadrée. Mais pour cela, justement, il faut que chaque personne ait assez confiance en elle, et que surtout, moi, je suis coach en image de soi. Donc, ça veut dire quoi? L'image de soi, c'est pas juste comment tu te vois dans ton miroir, bien sûr, toute la notion de relooking, d'aspect physique, etc. Mais c'est ce que tu crois possible pour toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne croient même pas possible. Moi, quand j'ai fait mes consultations, il y a la première consultation, je pose la question aussi sur tous les domaines de vie. Et quand je parle de l'argent, et que j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « Mon rêve, c'est de toucher le SMIC », qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, déjà, quand toi-même, tu rêves petit, et il n'y a rien de mal à gagner le SMIC, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être cette personne, elle pourrait gagner beaucoup plus si elle le croyait possible pour elle. On t'apprend pas. On t'apprend pas déjà à voir quelles sont tes pensées, parce que pour moi, tu peux sortir du cadre de la société sans spécialement être en lutte, que ce soit ni contre les hommes, ni contre ton patron, ni voilà. Mais tout simplement, si tu révèles à toi-même qui tu es. Et aujourd'hui, on préfère, c'est pas qu'on préfère, c'est que on ne sait même pas comment creuser au fond de nous pour trouver quelle est notre voie. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Brenda. On dit tout. Oui, mais c'est pas pour ça. Toi et moi, on est célibataires.
Et je suis sûre que tu ressens ça aussi quand tu as un peu de succès, quand tu sais ce que tu veux, que tu as travaillé sur toi. Bah, bonne chance pour tomber sur quelqu'un. Oui, on allait en parler. Oui, c'est bon. Bonne chance pour tomber sur un mec qui Ouais, c'est un vrai qui tient bon face à toi, quoi. Et qui a pas peur de ton succès, et qui a pas peur de ton aura, et qui a pas peur que tu fasses plein de choses, et qui flippe pas parce que tu vas rencontrer des mecs en soirée, donc qui a travaillé sur sa jalousie, qui a travaillé sur sa confiance en lui, qui a travaillé sur tout ça. Ben, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est la grande question sur ma vie sentimentale, elle est là, quoi. Après, on est dans une société qui est... Alors, il y a le côté patriarcal de la société qui reste quand même... et c'est vrai que dans le milieu des avocats, on a énormément de femmes et on a essentiellement des hommes qui sont mis en avant. On n'a pas beaucoup de grandes avocates qu'on met en avant. On a eu Gisèle Halimi, etc. Mais quand on parle vraiment des avocats, ça va être surtout des noms d'hommes qui vont apparaître. Mais je voudrais rebondir quand même sur un point que vous avez dit tout à l'heure aussi qui est intéressant, c'est que... Alors, nous, on est des entrepreneuses et on a tendance à voir aussi le spectre à travers notre prisme d'entrepreneuse. Mais je vois aussi beaucoup de personnes qui... alors, j'ai pas envie de dire ne sont pas faites pour ça parce que, en tout cas, ne feraient pas le choix d'être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi un risque, c'est aussi avoir peur de pas forcément avoir suffisamment de clients à la fin du mois, c'est aussi devoir faire sa communication, c'est aussi quelque chose, c'est un vrai travail. Et il y a quand même des personnes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, qui vont préférer, et à juste titre, parce que ça, voilà, chacun fait les choix qu'il souhaite, mais qui vont préférer être salariés, avoir des horaires de travail, être cadrés. Comme je vois beaucoup d'avocats et d'avocates qui préfèrent être collaborateurs dans un cabinet plutôt que monter leur cabinet. C'est un choix aussi de décider d'être entrepreneur. Je pense que c'est pas un choix qu'on fait tous. Nous, on ne pourrait pas être salariés parce que ça ne nous correspond pas. Mais pour d'autres personnes, ça va davantage leur correspondre. Ils ne vont pas avoir envie de se casser les pieds, à faire leur com, à devoir faire leur En vrai, c'est bien comme ça. Tout à fait. Il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Ouais. Exactement. Donc il faut qu'on apprenne aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'encore une fois, comme tu l'as très bien dit, Brenda, il ne s'agit pas... Le féminisme, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est les hommes à la même place que les femmes, et c'est une égalité globale. C'est même de l'humanisme, en fait. Exactement. Moi, j'ai pour ça que maintenant, on me dit t'es féministe, je dis souvent, je suis plutôt humaniste, en fait, tu vois. Je suis pour l'humain avant d'être pour un sexe ou pour l'autre, en fait. Qu'on soit ensemble. Et pas adversaire. Exactement, c'est le principe d'égalité et il faut qu'on apprenne, je pense, dès le plus jeune âge, aux enfants qui peuvent choisir leur voie, qui n'a pas forcément la voie de... Ils ne sont pas forcément obligés d'être fonctionnaires ou d'être salariés ou d'avoir une place dans un bureau dans lequel ils vont faire du 9h-17h, mais ils peuvent aussi décider de monter leur activité. Mais s'ils ne le veulent pas, c'est pas grave non plus. Exactement, voilà. Complètement. En fait, voilà, tu vois, tu m'as donné la perche là-dessus, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on ne nous apprend pas à avoir le choix. En fait, on ne nous apprend pas à faire des choix. Quand tu passes du CE1 au CE2, tu n'as pas CE1, C, option, machin. En fait, le premier choix que tu fais, à la limite, c'est choisir entre LES, CS ou technologique. Et encore, technologique, t'es mal vu. Et plus maintenant ? Non, ok. C'est depuis différentes. Mais je me souviens que moi, ça a été la première fois que j'ai dû me poser une question sur ma scolarité, en fait, tu vois, parce qu'avant, tout le reste est cadré et tu suis le chemin. Et c'est vrai que le chemin, pour beaucoup, c'est le salariat, parce que c'est le chemin qui ressemble le plus au système éducatif actuel. Ouais, mais je reviens sur cette histoire d'éducation nationale. Ouais. Moi, j'ai mis mes enfants à l'école italienne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au fait, quand je suis arrivée en France, j'étais choquée. J'étais habituée à faire des dissertes où je disais je, et pas parce que j'étais égocentrique, tout simplement parce qu'on m'avait appris à avoir un sens critique. Et donc, j'étais évaluée en Italie sur mon avis. Quand je suis arrivée en France, je me tapais des 4 sur 20. Je me suis dit, mais pourquoi il me tège comme ça? C'est pas possible. Ouais. Du coup, j'étais voir le prof de français. Je lui ai dit, messieurs, je comprends pas. Pourquoi à chaque fois je me tape des 4? Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il me dit, mademoiselle, vous continuez d'utiliser je, vous n'avez pas le droit. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, pardon? Pourquoi? Il m'a dit, parce qu'ici, ça s'appelle le système scolaire, ça vient du clergé, ça veut dire qu'anciennement, les prêtres, à tant qu'ils n'atteignaient pas un certain niveau, n'avaient pas le droit d'exprimer leur opinion, et il fallait faire la synthèse du savoir des gens d'avant. Donc, quand je faisais mes dissertes, j'avais le droit de trouver des points communs dans les auteurs dont j'étudiais les textes, et de dire, voilà, celui-là, il pense comme ça, ce groupe-là pense comme ça, ce groupe-là pense comme ça. Et c'était ça, sur ça que j'étais évaluée, sur ma capacité de synthèse.
jamais sur mon sens critique. Et il m'a dit, et je dis, mais du coup, dans toute ma scolarité là, parce que moi je suis arrivée en France après le bac, donc je ne savais pas tout ça. Et je lui ai dit, du coup, je pourrais jamais dire je. Il m'a dit, fais ton doctorat. À partir du doctorat, tu auras le droit à dire je. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce monde? Je dis, moi, il faut que tu apprennes depuis que tu es tout petit, au fait, à t'exprimer. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a un exercice où on fait amener aux enfants, on leur dit à 6 ans, 7 ans, hein, on leur fait amener quelque chose depuis la maison, une brosse, une Barbie, tout ce qu'ils veulent. Et en fait, on leur dit, bon voilà, ça c'est ton objet. Dis-moi pourquoi tu l'aimes, dis-moi pourquoi tu l'aimes pas. Il est comment, pourquoi. Et c'est un exercice où chaque enfant doit aller devant tous les autres enfants, tout seul, en décrivant son objet, en disant pourquoi il l'aime et en disant pourquoi il l'aime pas. Et pour éduquer les enfants, déjà, la prise de parole en public. En France, on privilégie l'écrit. Ouais. Et ensuite aussi le sens critique. Pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu l'aimes pas. Et c'est tout bête, mais quand on apprend aux enfants depuis leur plus jeune âge à exprimer leur opinion, on leur donne aussi plus envie d'aller creuser les raisons pour lesquelles ils doivent justifier leurs raisons. Tant que les gens peuvent se cacher derrière la vie des autres, alors que ce soit il faut être tous entrepreneurs ou il ne faut pas être tous entrepreneurs, il faut être tous salariés ou tous, comme dans ma famille, fonctionnaires, c'est clivant. L'idée, c'est plutôt de, comme tu disais justement, Brenda, c'est de donner le choix, mais pour cela, il faut éduquer les gens à ne pas se cacher derrière le savoir des autres. C'est ça, exactement, et oui, en fait, d'asseoir sa position, mais ça, en effet, c'est fait un peu quand même, parce qu'on a des exposés, on a des petites choses comme ça, mais oui, pour moi, comme je le dis souvent, si un jour je dois me reconvertir complètement et changer de monde, je deviendrai prof de français, parce que pour moi, c'est par le français notamment que tu apprends à réfléchir. J'avais maintenant une question un peu plus, pas technique, mais on va dire un peu plus dans les coulisses de vos sociétés à vous poser. C'est qu'on a tout ici un public qui est féminin principalement. Comment est-ce que vous faites ressortir le féminin dans votre communication pour vous et finalement pour aider aussi les femmes qui vont regarder cette vidéo? Comment vous faites pour communiquer à des femmes? Comment ça se passe? Assumer d'être une femme, déjà, je pense. C'est compliqué d'assumer d'être une femme, d'assumer d'être féminine, d'assumer qui on est et d'assumer ce fait-là. J'ai beaucoup de jeunes avocates qui me contactent et qui me disent, alors du coup, je vais pouvoir vous les envoyer, qui me disent comment est-ce que je dois m'habiller. Voilà, j'ai un entretien d'embauche ou des jeunes entrepreneuses qui viennent me voir et qui me disent, je ne sais pas comment m'habiller. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller autrement? Est-ce que tu penses que je peux mettre une robe? Est-ce que je peux mettre des talons? Est-ce que ce ne sera pas trop féminin? Ben non, justement. Alors, l'idée, c'est bien évidemment de rester dans un cadre, entendons-nous bien, il s'agit de respecter la personne que l'on a en face. On ne va pas se mettre en mini-jupe, en cuir pour aller travailler avec des talons de 30 cm. Mais l'idée, c'est de rester quand même, de rester adapté et de rester adapté à ses interlocuteurs. Mais il ne faut pas que les femmes s'empêchent d'être des femmes. Et c'est aussi pour ça que c'est super important. Et je pense que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, notamment je vois beaucoup sur Twitter, je vois beaucoup de stigmatisation des femmes qui entreprennent et qui se permettent d'être des femmes. On entreprend, on travaille pour ça et on a le droit d'exprimer qui on est. Donc déjà, moi, la première chose, je pense que vous allez peut-être rebondir aussi là-dessus, et ça vous concerne beaucoup puisque vous êtes toutes les deux coachs en image, mais la première chose, c'est que même si on fait des métiers qui sont des métiers sérieux, être avocat, c'est considéré comme un métier sérieux, voilà, c'est pas pour autant qu'il s'agit de venir en basket ou qu'il s'agit, au contraire, et d'ailleurs même, j'ai envie de dire, c'est aussi comme ça qu'on s'impose davantage. Qu'on fait même mieux notre travail parce que ça donne plus confiance en soi aussi et puis ça donne même plus confiance aux clients. Personnellement, moi j'ai des clients qui viennent me voir et qui viennent me dire voilà, je préfère avoir une personne qui sait s'habiller, qui prend soin d'elle plutôt qu'un avocat qui est en basket par exemple. Et il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent ça parce qu'elles ont peur des retours, qu'elles ont peur des critiques et qu'elles ont peur qu'on leur dise justement qu'elles sont trop féminines. J'ai une jeune avocate qui me suit là, sur Instagram et qui m'envoie très régulièrement, si jamais je regarde ses vidéos, coucou, mais qui m'envoie régulièrement des photos de ses tenues et qui au départ m'avait dit je n'ose pas mettre de talons, j'ose pas. Est-ce que tu penses que je peux mettre des talons de 12 cm pour aller travailler? Mais bien évidemment. Et depuis elle le fait, elle me dit c'est incroyable, on m'a fait aucune remarque.
Et alors, du coup, elle achète des talons corail, elle a acheté des... Voilà, et elle a tout à fait raison. Et ça la motive pour aller travailler, parce qu'elle a plus confiance en elle. Et on devrait impliquer ça aussi aux femmes. Mais justement, je pense que ton succès, on peut le devoir aussi, même si évidemment c'est une analyse personnelle, au fait que tu es avocate, tu fais un métier sérieux, en étant classe, mais tu vois, avec des ongles qui sont extravagants, avec des tatouages. Et c'est vrai que ça, on le voit jamais. Tu es la première avocate que j'ai connue qui avait des tatouages visibles, des talons. Parce que c'est vrai qu'on se donne une image du droit en France comme du Dupond-Moretti, des gens très imposants, des hommes très dominants. Que les ongles, celui-là, il est... Ouais, aussi, les extensions en gel, je suis pas sûre que ça... Certes, mais je veux dire, tu vois, c'est vrai que ça change. Et tu m'avais... je pense qu'on peut en parler. Tu m'avais dit qu'il y avait des moments où tu avais reçu beaucoup de jalousie, peut-être notamment... Oui. C'est des femmes. Beaucoup, oui, de femmes essentiellement. Après, les mentalités évoluent. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, mais qui est une idée en réalité qui est pendante et qui reste quand même assez globale, qu'on peut pas être féminine et bien faire son travail, mais bien sûr que si, en fait. Et voilà, toi tu t'en parleras aussi très bien, toutes les deux vous êtes très féminines, Brenda a une féminité exemplaire, et je pense qu'on peut sans s'envoyer des... Sauf quand tu donnes. Non mais voilà, mais typiquement c'est la non-dualité. Bien. Mais il faut sortir du cadre, c'est-à-dire qu'il faut, de la même manière que j'incite les jeunes entrepreneuses, jeunes ou moins jeunes, en tout cas les entrepreneuses et les entrepreneurs, à sortir du cadre, c'est-à-dire à mélanger les disciplines, j'ai un doctorat en droit public. Aujourd'hui, je fais à peu près tous les domaines du droit. Je fais des assises, je fais du droit des affaires, je fais des domaines du droit très différents. Et c'est comme ça qu'on conseille bien aussi ses clients, c'est en mélangeant les domaines. Et de la même manière qu'on peut mélanger les domaines, voire même mêler des domaines d'autres sciences qui n'ont rien à voir avec le droit aussi, parce que ça permet d'avoir cette créativité qui nous caractérise les entrepreneurs, de la même manière, dans notre attitude, tant qu'on reste dans le respect des autres, il n'y a pas de difficulté. Il faut être différent. C'est important d'être différent. Alors déjà, parce que quand on est avocat, on est 30 000 avocats, rien qu'à Paris. Donc, il y a une concurrence déjà. Donc, arriver à se démarquer, c'est déjà quelque chose. Mais malgré tout, c'est aussi ce qui fait l'essence des entrepreneurs. Arriver à être différent. Voilà, toutes les deux, vous avez des personnalités qui sont... toi aussi d'ailleurs. C'est vrai que deux on est sur deux énergies très différentes. Et vous entendez très bien. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ce que tu dis, pour du coup répondre à la question de Brenda, c'est en fait l'image personnelle. C'est ça qui va... Moi, je sais que mon public féminin, il est venu comment ? C'est quand je mets en story que je m'habille en mode éthique, parce que c'est vraiment ce que j'aime, et que je passe ma vie dans les palaces. Et il y a plein de nanas qui m'ont dit mais moi j'ai des valeurs écolo, mais j'ai toujours eu un travail, je gagnais pas plus de 2 000 €. Mais toi Lucie, t'es dans la non-dualité, tu t'habilles bien et tu vas, et mon lifestyle les inspire. Dans le sens où ce n'est pas parce que t'as des valeurs écologiques que tu n'as pas le droit d'avoir une vie dans des beaux endroits, que t'as pas le droit d'aller boire une coupe de champagne pour ton anniversaire au Ritz. Et je parle que d'une coupe de champagne, même pas de passer la nuit. Et t'as tellement de femmes qui se l'interdisent. Et moi, je reçois des messages, elles me disent, mais Lucie, si tu m'avais pas dit qu'on pouvait aller prendre un thé au Ritz ou aller juste faire un spa de 30 minutes au crayon, je l'aurais pas fait. Parce que je pensais que c'était pas ma place. La non-dualité, en fait. Exactement. C'est complètement ça. Et c'est juste se dire, tu n'es pas princesse de machin des Émirats Arabes ou j'en sais rien, et t'as le droit de le faire. Et pour la petite histoire, une des premières fois où j'ai parlé des palaces, mon compte, mais j'ai eu le plus gros nombre de désabonnements de tout mon Insta. Parce que tout de suite, c'est « Ah, tu te la pètes » ou un jour, j'ai reçu un mail où dedans, je parlais donc des palaces, une newsletter où je parlais des palaces, et Nana m'a dit « Ah, t'as mis un S à Georges V, ça se la pète dans les palaces et tu fais des fautes sur les palaces, mais tu te rends pas compte, ça se fait pas. » Et vraiment très virulente. Et d'autres, au contraire, se sont mises à me défendre, et c'est même pas moi sur les réseaux c'est ma communauté qui m'a défendue. Qui m'a dit, bah non, tu peux être écolo, tu peux être généreuse, et tu peux aller dans des endroits incroyables. Mais je pense justement que notre succès, on le doit notamment aussi à notre côté polarisant, en fait. Je pense que vraiment, la réussite de quelqu'un
et j'en parle beaucoup, notamment sur mes formations quand je parle de YouTube, et je traite aussi maintenant avec des entrepreneurs R et RE. Et ce qui revient beaucoup à chaque fois, c'est n'ayez pas honte d'être polarisant. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes... que les gens vont tous vous tomber dessus, parce que je pense que les gens qui vont nous suivre et qui vont consommer aussi chez nous, parce qu'il faut aussi parler, un entrepreneur, on parle d'argent, qui vont consommer chez nous, c'est des gens qui sont dans ce qu'on appelle la minorité silencieuse. Exactement. C'est-à-dire ceux qui se disent, c'est certes, je paye pour un produit, mais je paye aussi pour un soutien. J'ai pas honte. Et moi, je pense que ce qui m'a beaucoup joué en ma faveur, c'est le fait que j'assume physiquement une personnalité très féminine. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon tout premier élément de branding, c'était mon rouge aux lèvres rouge que j'ai aujourd'hui, que j'ai gardé sur toutes mes vidéos. Et je me rappelle, au départ, on me disait « Waouh, le rouge aux lèvres rouge !» Je demandais à des amis et autres « Putain, t'oses, tu vois !» Alors que ça ne doit même pas être un sujet d'oser ou pas oser, c'est du rouge aux lèvres. Je suis pas... Et le deuxième point, c'est que mon mental est un mental plus masculin. J'ai un peu plus d'énergie masculine dans mon mental, et là-dessus, c'est étonnant, mais beaucoup des femmes que je suis, pas toutes, j'ai aussi beaucoup de femmes très féminines, mais beaucoup de femmes que je suis me ressemblent en fait. Elles ont ce physique très féminin et une mentalité très punchy, j'ai manque de confiance en moi, mais j'ai une envie de conquérir le monde, j'ai envie de réussir tel et tel challenge. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est quand tu acceptes d'être dans ta perfection personnelle, donc l'imperfection des autres, que tu arrives à développer ta personnalité et à développer un public qui va être engagé. Parce que le but, c'est pas d'avoir un public, c'est d'avoir un public engagé. Ça, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Parce que de toute façon, être polarisant n'est pas un problème tant que ce n'est pas un problème pour nous. Ouais, c'est ça. Tu vois, si toi, tu acceptes ta différence, moi, encore une fois, par rapport à mes coachings, à chaque fois, je leur dis, mais si tu es comme ça sert à quoi de le cacher ? Pour crainte d'être jugé. De toute façon, les gens, tu peux pas savoir. Ils vont te juger forcément par rapport à leur prisme, à leurs valeurs, à leur éducation. Par contre, en revanche, par rapport à ce qui est l'aspect extérieur, et le fait dont tu parlais tout à l'heure très justement de dire oser être féminine, c'est qu'on n'ose pas être féminine, et parfois on va assumer, pour se donner cette aura de sérieux, le côté masculin. Je te parle même pas d'énergie, je te parle vraiment de même style vestimentaire. On va porter des tailleurs, on va pas mettre de talons, on va porter des vestes, en se disant on va pas oser trop mettre de maquillage, en se disant comme ça je vais passer pour la fille plus sérieuse. Et finalement, si tu ne l'es pas, en fait si tu as cette féminité exacerbée en toi et tu ne l'exprimes pas, tu seras jamais prise au sérieux. Parce que les gens vont sentir, mais c'est ça, vont sentir que tu es en train de faker là, tu es en train de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Donc l'idée, c'est au contraire de oser assumer sa différence. Et sa différence n'est un problème que si c'est un problème à nos propres yeux. C'est ça. Et c'est ça le message. Tu t'excuses d'être toi. Oui, exactement. En fait, tu t'excuses physiquement, tu t'excuses pas toujours verbalement, mais tu vas avoir un non-verbal, un paraverbal, qui va montrer que tu es recroquevillé, que tu te caches, etc. Et j'ai dit tout le temps, tu vois, est-ce que c'est important de s'habiller avec des vêtements qui se justifient ? Oh, excuse-moi, je suis là. Ou est-ce que tu as envie que tes vêtements annoncent qui tu es ? Et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, le vêtement, l'aspect extérieur, ce n'est pas la totalité, mais c'est important, ne serait-ce que comme carte de visite. Ouais. Et ce n'est pas parce que les autres me jugent, c'est parce que ton vêtement exprime qui tu penses être toi-même, déjà. Je peux faire une petite déclaration de moi à Aurora, 5 secondes. Allez. La première fois que j'ai rencontré Aurora, c'était dans un restaurant et elle avait des oreilles de lapin kawaii. Oui, je me rappelle. Et je me suis dit, cette fille, je sais pas comment, mais il faut que je la revoie. Et je me rappelle de cette soirée. Et je me suis dit, waouh, elle assume complètement son style. En plus, c'était dans un endroit un peu what the fuck où il y avait des tire-bouffons pénis un peu partout. C'est un restaurant très bien, hein, ça, c'est dans le Marais. Et je m'enfonce. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle faut de celle-là ensemble? Je vais se avec les tire-bouchons pénis. Et je me suis dit, waouh, la nana, elle sait même pas te poser de questions. Elle arrive, elle est sublime, elle a un smile de taré. Et en fait, oui. Juste sois toi, et si t'as envie de mettre tes putains d'oreilles de lapin et d'envie d'être kawaii, fais-le quoi. Et depuis ce moment-là où je t'ai rencontré,
plus jamais je me suis gênée quelque part. Enfin, tu m'as inspirée énormément sur ce côté-là. Et du coup, j'en profite pour rebondir un peu sur Brenda, mais tu as fait il y a un moment un shooting il y a 3 ans dans la galerie Vivienne. Oui, exact. Et où tu étais photoshopée. C'est vrai. Et on voyait vraiment tes yeux et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, même Photoshop, on s'en fout. Juste, tu voulais être super belle. Ouais, en et fait. t'en as profité. Et moi, ça m'a vachement décomplexée aussi. Et après, t'as toutes les questions sur la chirurgie esthétique, etc. En fait, on s'en fout. On fait juste, si t'as envie de te voir belle comme ça, fais-le. Si à l'intérieur de toi, t'es OK, bah ton image, tu t'en fous, quoi. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté un peu sombre au body positif. Alors, je vais faire une vidéo dessus où je vais vraiment débattre. Elle sera disponible soit prochainement, soit elle est déjà disponible, sur le fait qu'on met une pression aussi sur la façon dont les gens doivent être. Tu vois, une personne qui se respecte, c'est une personne qui est pas retouchée. Une personne qui se respecte, c'est une personne qui mange qui mange presque tout le temps et qui montre qu'elle mange que des fast-food, des brunchs, je sais pas ce que vous voulez. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de placer en fait les gens dans des cases. Moi, je me sens très belle dans ma vie de tous les jours. Je veux dire, bon, évidemment, il y a des jours où je me regarde, je me dis putain, mais sinon, dans l'ensemble, je me sens quand même assez jolie, même jolie, tu vois. Je devrais pas dire assez jolie, je devrais dire jolie. C'est juste qu'on nous a appris à dire assez jolie. Je me trouve vraiment belle et à côté de ça, ça me dérange pas d'être photoshopée pour être belle. Tant que j'ai dit, on ne retouche pas ma silhouette ou que je monte pas quelque chose qui n'est pas. Si j'ai envie qu'on voit mes yeux, j'ai envie qu'on voit ma bouche, j'en ai rien à foutre de me faire photoshopper en fait parce que l'image est belle et je me montre assez en story pour que les gens sachent ou pas si que c'est concret ou pas. J'ai envie maintenant de parler un petit peu justement du titre de cette vidéo, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne dit pas. Quel a été pour vous le plus gros échec de votre vie ? Parce que ça, on n'en parle jamais. Et là, je mets les pieds dans le plat, clairement. Ça a été quoi pour toi, Lauralis ? La première... on va dire plutôt un échec que tu as envie de partager et que tu n'as pas forcément partagé sur tes réseaux sociaux. Bah, c'est difficile parce que, alors, j'ai eu beaucoup, alors je sais pas si c'est des échecs, mais j'ai eu beaucoup de rejets quand j'étais notamment à la fac. Initialement, moi, je me destinais à faire une carrière universitaire. J'ai des parents aussi qui étaient fonctionnaires, qui sont toujours qui étaient profs de droit. Et je me destinais pas à être avocate en fait initialement. Je me destinais pas nécessairement, j'avais pas forcément pensé à l'entrepreneuriat, j'avais pas pensé à monter mon cabinet. Et voilà, je me destinais à cette carrière-là. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, il se trouve que je travaillais beaucoup, j'étais major de promo. Et à côté de ça, je restais très féminine. On me reparle du même problème. Et donc je venais en cours avec en robe, en talons, puis j'avais Cosmo dans mon sac, enfin voilà. Et ça me l'a été beaucoup reproché, parce que j'ai entendu après j'ai fait un doctorat, donc j'ai entendu si elle a réussi à être en thèse, voilà, c'est parce qu'elle est passée par des moyens détournés, alors on imagine tous lesquels, enfin bon, voilà, il y a eu plein de choses comme ça, ce qui fait qu'au final, j'ai quitté l'université pour ces raisons-là, ce qui a été un déchirement pour moi, parce que moi je me voyais vraiment enseigner, j'ai enseigné pendant 10 ans, il y a vraiment une passion l'enseignement, aujourd'hui je fais des formations en ligne, je fais des formations dans des ministères aussi, mais c'est vraiment une passion, donc je me voyais vraiment là-dedans, mais cette dichotomie entre la façon qu'on voulait m'imposer en fait, d'être et la façon dont moi je voulais être et celle que je voulais faire n'allait pas. Donc j'ai quitté justement la fac pour ces raisons-là. Et ensuite, alors je sais pas si on peut parler d'échecs ou de questions de gestion, mais je gère des dossiers qui sont des dossiers des fois très difficiles. Vraiment très difficiles, je fais beaucoup de pénal, je traite de problématiques d'infanticide. Il y a quelques mois, j'ai défendu une mère qui a perdu son bébé, dont le bébé a été tué par son ex-compagnon. J'ai des problématiques de cyberharcèlement aussi qui m'ont poussée moi-même à être cyberharcelée, ce qui est aussi la question de savoir comment est-ce qu'il faut réagir dans ces moments-là. Comment on réagit quand on reçoit des milliers de menaces de mort avec des personnes qui ont votre adresse, parce que votre adresse a été envoyée sur les réseaux sociaux, avec des gens qui vous disent « je suis en bas de chez toi, j'ai de l'acide, je vais te l'envoyer dans la figure, je vais t'égorger, je vais égorger toute ta famille », on ne sait pas comment réagir. Alors je ne sais pas si on peut parler techniquement d'échec ou quoi, mais il y a une... Des preuves plutôt. C'est une épreuve. Oui. Il y a une forme d'effondrement. On ne sait pas comment il faut réagir. Moi, dans cette affaire, je défends une personne.
Et je suis la 9e, en fait, victime. Alors, j'ai un avocat qui est fantastique, qui est un ancien bâtonnier et ancien président du Conseil national des barreaux, qui est Maître Charrière Bournazel, que je ne remercierai jamais assez pour son soutien. C'est un avocat extraordinaire qui m'a énormément appris et qui me soutient beaucoup. Mais c'est vrai que c'est difficile, et heureusement qu'il est là, parce que c'est très difficile de soutenir 8 personnes. Et à côté, de se retrouver là-dedans, à cause de son travail, et de pas forcément savoir comment agir. Pendant des mois, quand ce harcèlement a commencé, j'ai été toute seule. Parce que personne ne comprenait vraiment la situation. Donc, j'ai pas réussi, je pense aussi à faire comprendre à mon entourage véritablement, c'est peut-être une forme, je sais pas si c'est une forme d'échec, mais j'ai pas réussi vraiment à faire comprendre à mon entourage la détresse que j'avais parce que je ne savais pas comment ça allait s'arrêter. Mais voilà, les choses ont évolué, on a obtenu une décision historique en septembre dernier, il y avait un appel, on attend de le délibérer le 28 septembre prochain, mais bon, malgré tout, ça aide quand même à avancer ces échecs. Et le fait d'avoir aussi quitté l'université pour rentrer dans l'avocature, monter mon cabinet et être l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui, c'est des entre guillemets des échecs, parce que moi je ne me voyais pas du tout ne pas être prof de droit en fait à la base, je voulais passer la grecque, et au départ ça m'est apparu comme un échec de quitter la fac parce que je ne partageais plus les valeurs qu'on voulait m'imposer. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces échecs-là, on peut les surmonter, et que même si ça nous brise le cœur pendant un moment, parce que j'ai le cœur brisé pendant un moment, ça aide quand même beaucoup à avancer. Et ça aide à être les femmes qu'on est aujourd'hui et qui transmettent leur force aussi à celles qui nous regardent. Ce qui m'a... Moi, j'ai eu une année... alors, c'est incomparable, évidemment, à l'horrible harcèlement que tu as reçu, mais comme beaucoup, j'ai eu une année Covid très compliquée, personnellement, dans le sens où ma vie sociale s'est effondrée. Je veux dire, on voit ses amis au détour d'un appartement entre 1 heure ou 2, et attention, entre-temps... t'as plus de contact humain, t'as plus personne qui te prend dans les bras, c'est quand même quelque chose. Et à côté de ça, j'ai eu une douleur professionnelle importante, dont j'ai jamais, pour le coup, trop parlé non plus. Mais les 3 premiers mois de 2021 ont été très compliqués au niveau financier, au niveau de ma communauté. Et j'en ai vécu une vraie... En fait, quand ta boîte va mal, tu vas mal, en général, tu n'as pas ce détachement, et tu penses que tout ça c'est ta faute, qu'en fait les gens, surtout quand c'est notre image qu'on met en avant, les gens ne t'aiment plus, les gens ne t'aiment pas. Et j'ai vécu vraiment, j'ai appelé ça les 3 mois Voldemort, quoi. Vraiment, c'était des formations qui se vendaient plus. Je pense qu'on a vécu une période Covid très compliquée pour beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait on se sent très seul. En fait, on sait qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Mais je trouve que c'est là où tout ce pourquoi les gens ne deviennent pas entrepreneurs ressort chez toi. C'est que tu te sens incroyablement seul dans ta merde. Parce que tu sais que tu as du soutien. Moi, j'avais du soutien de mes amis, tout ça. Mais à la fin, c'est quand même toi qui vas devoir payer tes impôts. À la fin, c'est toi qui vas devoir tenir ton équipe. C'est toi qui vas payer ton équipe. C'est moi qui paye cet endroit. Tu vois, et tu te dis oui, mais en fait... Ils peuvent pas me sauver. Je dois me sauver moi-même, et je dois trouver la force intérieure que actuellement je ne trouve pas pour me relever, en fait. Et c'est là où je trouve c'est le plus dur. Comment tu t'en sors ? Tu t'en sors avec un coup de pied au cul. Franchement, dans mon cas, ça a été un coup de pied au cul. Mon équipe, qui a quand même été extraordinaire, m'a dit « Arrête de lutter, repose-toi ». Parce que quand tu es dans cet état-là, tu te dis, j'ai pas le droit de m'arrêter. Je m'arrête, je tombe. Je suis comme une bicyclette. Si elle s'avance pas, elle tombe. Et c'est vraiment ce sentiment-là que j'avais. Je me suis dit, mais tu ne peux pas t'arrêter. Actuellement, tu t'arrêtes, ta boîte, elle ferme. Ce qui n'était pas vrai, j'avais de la trésorerie. Tu travailles aussi parce que tu imagines ce qui peut arriver. Donc, moi, dans mon cas, je l'avais fait, et heureusement. Mais ton monde s'écroule. Moi, quand j'ai pris cet échec-là, mon monde s'est écroulé. Je savais pas comment j'allais payer mes équipes, je savais pas comment j'allais me payer. Et au final, moi, c'est vraiment ce coup de pied au cul que je me suis mis. Et ça a redémarré en avril, comme en 40. On a fait un chiffre fou. Et juste après, mon père est tombé malade, il a eu le Covid, il a été en réa. Et je me suis retrouvée à rebelote les problèmes. Et là, c'était des problèmes encore plus graves. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que peut-être, même si évidemment tout ça, au final, c'est guidé par la foi, et je vais en parler, mais peut-être qu'au final, cette épreuve que j'ai eue pendant 3 mois,
m'a permis d'avoir les épaules pour soutenir ma famille. Parce que clairement, je pense que je m'écroulais, ma mère s'écroulait avec moi et la famille derrière, c'était des vingtaines d'appels par jour, parfois des dizaines de messages et tout qu'on envoyait, fais aller-retour à l'hôpital, attention une personne, tu peux pas y aller trop, ambiance Covid quoi, en réa, on vous dit on va peut-être entuber votre père, c'est terrible, tu es choqué et tu peux pas trop en parler à ta communauté parce que c'est compliqué, mais moi au final je pense que ce qui m'a vraiment guidée dans tous ces échecs, dans plutôt ces épreuves, pour le coup, pour le deuxième, c'est la foi. La foi de croire en... Je parle pas forcément d'une foi divine, mais je parle de la foi en quelque chose que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, mais qui est plus grand que toi. On a la chance d'être dans un univers qui est quand même immense, et l'immensité est plus grande que nous. Donc je pense que la foi, au-delà d'un contexte religieux ou autre, c'est de croire en une suite, en un après, et comprendre... Et c'est là où je trouve qu'il y a des très belles images. Je vois les architectures, c'est souvent dans les musées qui racontent la déportation ou autre, c'est un chemin qui est très sombre, c'est les mémorials et autres, et à la fin t'as la lumière en fait. Et j'avais vu un guide un jour qui m'avait dit ça a été construit comme ça pour montrer que la période où tu traverses toutes ces images, toutes ces horreurs, les génocides, et je parle de tous les génocides de l'histoire, c'est très sombre, mais à la fin, tu as toujours la lumière au bout du tunnel. Et c'est cette image-là, moi, qui me reste aujourd'hui et qui, je pense, m'anime aussi à passer à un stade encore plus grand en tant qu'entrepreneur. C'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai tatoué sur mon poignet. Tatoué sur mon poignet, justement. C'est pas une question de foi religieuse, mais c'est une foi dans ce qui va arriver. Dans ce qui va arriver. Non. Sur cette bonne ambiance. Vous voulez partager quelque chose là-dessus? Moi, j'ai envie de partager quelque chose, ouais. Tu m'as beaucoup émue, Brenda, sur le fait que si tu t'arrêtes pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Clairement, c'est aussi ça. Moi, il m'arrive un truc assez sombre l'année dernière, en mars. J'étais dans une dépression très, très terrible. Et j'ai fait une tentative de suicide où vraiment j'en pouvais plus. Et à la sortie de l'hôpital, ma mère m'a dit « Écoute, faut pas que tu lâches, parce que là, si tu lâches, il n'y aura plus d'argent. » Et moi, je me disais « Ok, ma famille va s'organiser pour que je prenne des vacances et que je me remette sur pied, en fait. » Et là, quand ma mère m'a dit ça, exactement ce que tu dis, en fait, si tu lâches, tout tombe. Il n'y a rien. Genre, t'es responsable de ta propre santé, t'es responsable de ton argent, t'es responsable de tout. Il n'y a personne à ta place qui prendra ta main, sauf si vraiment tu as de la chance une chance, j'ai pas envie de dire ça, mais si tu as la chance d'avoir une famille qui est un peu unie ou tout ça. Et juste ces mots-là, j'en ai voulu quand elle m'a dit ça, mais vous imaginez pas combien j'aime ma mère. Mais là, je me suis rendu compte qu'effectivement, tu es responsable. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui va changer ta vie. Et ça m'a mis un coup de pied au cul. C'est courageux ce que tu dis. C'est courageux de dire ça. Et tu te dis, on fait comment ? Donc il y a un côté de toi qui est un peu de travers et un côté de toi qui est un peu genre j'y vais quoi. S'accroche au mur. Et qui s'accroche et des fois tu craques et puis des fois et en fait tu fais comme ça tout le temps et comme on disait tout à l'heure, l'imperfection, t'avances. Puis des fois t'as des copines qui comprennent dans le bon jugement ce qui se passe et qui disent ok, on prend le temps, mais c'est ça, cette responsabilité, on est responsable. Et c'est pour ça que la sécurité, moi j'ai quelque chose qui est très important. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas un rond de côté. Si on veut se lancer aujourd'hui, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. C'est trop important. L'insécurité financière t'empêche ta créativité, te stresse, te fait prendre des mauvaises décisions. Et même si je sais que des fois c'est difficile d'être dans le salariat, mais la leçon que j'en ai retirée, c'est que si t'as pas de côté, en fait, quand t'es entrepreneur, t'es mort. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais après, pour le coup, on me l'a transmis parce que moi je viens d'une famille d'immigrés, qui était pieds noirs en Tunisie, en Algérie, donc ma famille a fui pendant le Néo-Destour en Tunisie, pendant la guerre de Bizerte également, bref des deux côtés, et en fait on m'a toujours appris, mais depuis que ma famille a tout perdu en arrivant en France parce qu'elle avait caché, c'est marrant que je raconte ça, si ma famille passe sur cette vidéo elle va se rire, mais après c'est des histoires de grand-mère, peut-être que ça s'est pas du tout passé de cette façon-là, mais apparemment ma famille était bijoutière et ma grand-mère et mon grand-père avaient caché des lingots d'or dans un piano juste avant de partir prendre le bateau pour la France, et ils avaient demandé à quelqu'un d'aller chercher ces lingots d'or au dernier moment qui étaient cachés dans le piano, et au final ces lingots d'or,
je sais plus, soit le mec les a volés et on l'a jamais revus, soit ça a explosé et on les a jamais revus non plus. Et en fait, ma famille est arrivée, il n'y avait plus rien. Ils n'avaient plus rien. Et mon père me racontait que mon grand-père avait commencé à s'affaiblir quand il était arrivé en France, parce qu'il me dit, on était des rois là-bas. Tu vois, en Tunisie, on était des rois, on était des grandes familles, et t'arrives, t'as plus rien. Et à partir de là, mon père disait, pour gagner de l'argent, on portait des packs d'eau, et on faisait, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, les 8 étages, et on amenait à notre tante ça pour avoir 5 €, machin. Et du coup, dès que j'ai commencé à avoir un compte bancaire, et à gagner un peu ma vie, tout de suite, j'ai mis de côté, et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, et j'espère que ça vous aidera aussi, parce que, pour le coup, vous voyez, ça part d'une insécurité quand même, qui est le manque, qui, moi, me pose sûrement problème dans d'autres domaines de ma vie, mais au final, de cette insécurité, c'est sorti une force qui est le fait de faire aussi attention à ses finances. Je me fais plaisir, clairement. Je vais dans des beaux hôtels, des beaux endroits, et j'en ai pas honte. Mais j'ai toujours de côté parce que je me dis, on ne sait pas où la suite va nous amener. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport justement à l'échec. Parce que pour moi, l'échec, c'était plus une lutte avec moi-même, en fait. Quand j'étais dans l'entreprise, j'étais dans le salariat et que j'ai découvert, malgré moi, que ce n'était pas ma place. Alors que j'avais tout fait pour que ce soit ma place. Mais il y avait quelque chose, une force qui me disait non, c'est pas ça. Et je l'ai découvert tard. Pour moi, c'était un énorme échec. T'imagines, tu construis toute ta life, t'as 2 enfants, t'as des responsabilités. Moi, je sortais pas d'école, je pouvais pas me dire yeah, YOLO, j'y vais. Ouais, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants, j'ai un appart, etc. Et du coup, je me disais waouh. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix et pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un échec. Comment dire, mais punaise, tu ne pouvais pas te réveiller plus tôt? Et en plus, je fréquentais tous les entrepreneurs plus jeunes, etc. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai attendu? J'étais où pendant tout ce temps-là? J'étais la belle au bois dormant. Du coup, je me dis, c'est pas possible. Et je m'en suis voulu. Et là, justement, si j'ai un message à faire passer, c'est aussi pour les femmes qui seraient un petit peu plus âgées et qui se diraient, ah, c'est mort. C'est mort parce que j'ai pas pensé plus tôt. Eh ben non, c'est pas mort. Parce que si c'est vraiment là, en fait, t'es génial, t'as vraiment ton brin de génie, tu l'as là où tu es toi-même. Et tant que tu ne te donnes pas le droit d'ouvrir ta petite porte à toi-même, malheureusement, tu vas jamais réussir dans ta vie comme tu pourrais réussir si tu te laissais le droit d'être toi-même. Et donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est ça que je voulais faire passer même comme si message. tu 2 semaines à vivre, comment tu veux les vivre, quoi. Ah non, mais il y a plein de... En plus, là, j'ai pas les noms en tête, mais il y a plein d'entrepreneuses, même dans le coaching, de femmes qui ont commencé super tard. Et il n'y a pas de problème, en fait. Du moment où on le croit possible. C'est la fameuse citation de Mark Twain, je crois, qui dit... il pensait que c'était... Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Et pour transitionner, parce qu'on arrive bientôt à la fin, j'avais une question un peu croustillante à vous poser, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'amour, hein, et pour le coup, on va pas non plus down complètement l'ambiance avec nos super échecs. On va parler d'hommes, les filles, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'amour et dossier palpitant. Est-ce que la réussite à vos yeux, alors il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, est-ce que la réussite professionnelle vous handicape dans vos relations amoureuses? Lucie, je te sens croustillante sur le sujet. À fond. Alors en plus, quand tu es dans le développement personnel, tu as une façon d'aborder la vie qui est un peu flippante pour les hommes. Parce que c'est pas que t'anticipes leur réaction, mais tu comprends tout de suite soit le jeu psychologique dans lequel ils sont, soit tout de suite tu chopes leur névrose, soit tu piges tout de suite ce qui va pas, ou comment tu comprends un peu tout ça. Et quand tu leur expliques, quand tu dis bon bah voilà, là je sens que t'es pas encore à l'aise, ou la personne va croire que tu veux soit te marier très très vite parce que t'es à l'aise toi, soit va croire que t'es son coach, soit c'est vraiment bizarre. Mais quand moi les rencontres que je fais aujourd'hui, qui sont toutes extraordinaires ou pas, mais très vite écourtées, parce que je crois que je suis devenue chiante en fait à force de me connaître. Je suis devenue hyper exigeante. Et c'est pas de chiant ça. Ouais. C'est ça. On devrait toutes être exigeants. Et la deuxième chose, c'est non mais toi t'as besoin de personne. Ça, moi c'est revenu mais plein de fois. T'as besoin de personne. Moi parce que les hommes, je pense,
pour qu'on les séduise, doivent nous sauver. On doit avoir des chevaliers blancs, ils doivent nous sauver. Et quand t'as pas besoin d'être sauvé, ou pas à 100%, t'as ce truc de qu'est-ce que je fais dans ta vie, quoi. Alors que moi, tu vois, je sais plus qui c'est qui disait, c'est Bill Eilish qui dit, mais si moi je veux quelqu'un dans ma vie, elle est tellement géniale que je veux du plus, ou c'est Cardi B, ou voilà. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça. Moi, si je veux quelqu'un dans ma vie, une femme ou un homme, je veux du plus. Ouais. Et sinon, non, c'est mort. Je suis pas là pour ni être coach, ni être psy. Et le problème, c'est ça aussi. Quand toi, t'es love coach, c'est... Voilà. Je pense que moi aussi, t'es dans le dev perso, même toi qui es avocate. En fait, à force de comprendre le fonctionnement humain, t'as envie aussi de les accompagner. Et t'as un peu le syndrome du sauveur, des fois. Il y a un moment, tu dis stop. Non, moi, il y a un moment, j'ai posé mes limites. En fait, j'en ai tellement marre. Parce qu'en effet, t'es dedans, mais t'es dedans parce que ça fait plaisir. Et en fait, tu te fais friendzoner quand tu fais ça. Non, enfin, même pas, mais c'est juste, c'est énergivore. En fait, on oublie qu'être en couple, c'est un échange. Exactement. C'est fou. Ouais. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, et en plus, je parle avec ma casquette de love coach, déjà, je dis jamais tout de suite que je suis coach en amour. Jamais, tu sais que tu vas devenir leur meilleure amie. Non, je dis que je suis entrepreneur. Et rien que déjà entrepreneur, tu as une étape à passer. Parce que tu imposes une certaine dominance, en fait, une certaine énergie. Et c'est vrai qu'on casse un peu pour beaucoup. Enfin, l'impression qu'eux ont en général, c'est que tu casses le modèle social du t'es une femme, t'as des faiblesses. Et je vais te protéger parce que même si je suis pas le plus confiant des hommes, je suis quand même plus confiant et plus protégé pour une femme de ce style. Et du coup, moi, ce que j'ai déjà traversé, c'est des hommes qui s'estimaient pas assez forts, en fait, pour moi. Alors que dans ma vie personnelle, j'ai ma vulnérabilité, j'ai mes faiblesses, j'ai des doutes, même dans ma vie pro, j'ai des doutes. Et t'as envie d'avoir quelqu'un à ce moment-là qui va te prendre dans tes bras et qui va te rassurer. Mais ça, en effet, c'est douloureux parce que au final, et en même temps, t'as des critères qui montent. En fait, tu ne te sens pas, tu te sens pas pour des hommes qui pourraient te plaire, mais à qui tu plais, mais qui ne t'attirent pas. Et en même temps, il y a ce paradoxe parce que tu veux du high level, en fait. Mais ce que je dis maintenant, c'est le high level, ça dépend, en fait. Par exemple, parlons d'argent. Moi, une fois, je suis sortie avec un chômeur et je suis sortie avec un étudiant. Je vais vous expliquer ce que je vais dire par étudiant. Mais les deux n'avaient aucune thune. Et ce qui a fait la différence, c'est que le premier était donc chômeur, il ne voulait pas travailler et ça a duré 2 semaines à tout casser parce que j'en avais marre de tout payer, que j'en avais marre de pas être avec quelqu'un qui apportait aussi une protection financière au couple. C'est une de tes valeurs. Voilà. Et le deuxième, qui était étudiant, mais il était étudiant quoi ? Il avait 32 ans en neurocybernétique. Le mec créait des cyborgs et des intelligences artificielles. Et il était à sa 11e ou 12e année d'études. Et le mec me parlait, c'était passionnant. Et tu sentais que le mec, derrière, il me l'a dit, clairement, je finis dans 1 an ou 2 ans, je vais être payé une merde en France, je compte me casser un long parce que en France, les chercheurs ne sont absolument pas payés. Mais en fait, je suis restée, alors certes, je réglais la plupart du temps les restos et compagnie, mais il y avait un tel apport de valeur à la relation, parce que le mec était intelligent, etc., que je me sentais bien à ses côtés. Et au final, c'est pour ça, on nous dit, vous avez des critères là-haut. Mais en fait, on cherche juste un apport de valeur qui soit à la hauteur de la valeur qu'on a naturellement, en fait. Tu vas admirer. Exactement. Oui, puis on cherche quelqu'un qui partage aussi notre mode de vie. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire que, alors effectivement, il y a des hommes qui ne se sentent pas forcément d'être avec une femme qui est entrepreneuse parce que ça va raviver leur peur. Ça, c'est vrai. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement des hommes ou des femmes, par ailleurs, qui ne se sentent pas en couple avec quelqu'un qui va irradier, qui va développer des choses et qui va être tout le temps dans le développement. Mais d'un autre côté, quand on est entrepreneur, je pense qu'on a besoin d'être avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur et ou tout du moins qui comprend notre côté créatif, qui comprend aussi le fait que on travaille même les week-ends, c'est-à-dire qu'on n'a jamais on n'a pas de jour férié. Quand on développe notre bébé, c'est notre passion. Moi, je travaille même le dimanche soir. Voilà, on est passionné par ce qu'on fait. Donc, on n'a pas des horaires qui sont cadrés. Et ça, il faut que, alors, ça va à certaines personnes comme ça va pas à d'autres. Et c'est très bien comme ça. Mais ce qu'il nous faut, c'est aussi des personnes qui comprennent justement ça. Et ça, par exemple, ça peut être reproché. Moi, je sais que ça m'a été reproché dans certaines de mes relations, que
travailler trop, ou voilà. Mais voilà, c'est aussi, alors il faut un équilibre, hein, bien évidemment, dans un couple, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire vivre son couple, et il ne s'agit pas de se focaliser sur le travail, mais il faut aussi que la personne une personne qui pour nous est high level plus, c'est une personne qui partage notre créativité, notre façon de faire, qui comprenne que c'est pas parce que c'est dimanche que nécessairement on va pas travailler, qu'on va pas poster des choses sur les réseaux sociaux et voilà, qu'on va pas avancer. Et c'est aussi ça qui permet, je pense beaucoup au couple de mes parents, parce que mes parents travaillent ensemble depuis qu'ils se sont rencontrés, et ils sont toujours poussés vers le haut, l'un et l'autre. Ils travaillent beaucoup, ils m'ont inculqué la valeur du travail, et c'est un couple que j'admire beaucoup, et pour moi c'est mon couple vraiment de référence. Ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 ans qu'ils sont ensemble, et ils se sont toujours tirés vers le haut. Ils ont toujours fait beaucoup de choses ensemble, ils se sont aidés mutuellement à finir leur thèse, et voilà, ils se sont aidés à se développer. C'est pas possible dans tous les couples, ce genre de choses. Et c'est ça qui est important. C'est de trouver quelqu'un, on ne matche pas avec tout le monde, il faut trouver quelqu'un avec qui cette idée de power couple, en fait, elle est possible. Quelqu'un avec qui on peut se mutualiser, avec qui on peut se potentialiser. Voilà. Qui nous tire vers le haut. C'est beau, ça vers le haut, et qui nous donne de l'amour aussi. Parce que c'est vrai qu'on veut de l'amour, on veut du soutien, on veut de la tendresse, on veut une sexualité. On n'est pas que des entrepreneurs. Toi, justement, Aurora, t'es en couple depuis un moment. Comment ça s'est... T'es même mariée, si je me souviens bien. Je suis mariée depuis 21 ans. Bravo. C'est beau. Mariée. Comment s'est passée cette transition? Et 2 enfants. Pas de chien. Et bien justement, parlons-en de cette transition, parce que justement là, c'était pas le fait de devoir trouver quelqu'un qui corresponde à mes attentes, vu que je suis passée de mon père à mon mari, parce que quelque part, je n'ai jamais habité toute seule. Je suis venue en France pour suivre mon copain, et qui est devenu ensuite mon mari. Donc, si tu veux, avant, j'habitais en Italie avec ma famille. Et en plus, 4 enfants. Donc, ça veut dire que moi, être toute seule à la maison, au départ, c'était flippant. Je n'ai jamais été toute seule à la maison parce que j'avais eu des frères, des sœurs, la grand-mère, le chien de mon père. Bref, du coup, quand je suis arrivée en France, et d'ailleurs mon mari me l'a dit, j'étais Cosette, quoi. J'étais petite. Il m'a dit vraiment, je prends une petite chose et j'en vais en faire devenir une grande. C'est fort et en même temps, c'est réducteur. Sauf qu'à l'époque, je le prenais comme un compliment. C'est-à-dire, je le prenais comme, tu as vu du potentiel en moi, je ne vais pas te décevoir. Regarde. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu prends quelqu'un de très jeune et tu vas l'amener dans un environnement qui est totalement différent de celui-là dans lequel j'évolue en Italie, je vais prendre, c'est comme des éponges en fait, je suis arrivée en France à 19 ans, j'ai tout absorbé, mais quand je te dis tout absorbé, et quelque part, mon mari pensait, alors c'est méchant ce que je vais dire, mais quelque part m'avoir formaté de la façon dont il espérait que moi je sois. Et de la façon, parce qu'il ne faut pas dire, si je suis venue en France pour le suivre, c'est parce que moi-même, j'étais comme lui. Et l'idée ici, ce n'est pas tant de trouver quelqu'un qui me corresponde, mais c'est de continuer à trouver de l'intérêt en quelqu'un et évoluer, alors que concrètement, les 2 routes auraient pu complètement diverger. Et en effet, je reprends ce que tu disais tout à l'heure de la crainte, de la peur qu'on peut avoir parfois quand on a à ses côtés un entrepreneur. Mon mari, quand j'ai décidé de devenir entrepreneuse, il a flippé de sa race. Parce que il s'est dit, punaise, comment on va faire avec les 2 enfants? Il faut mettre de côté pour les études. Si on veut acheter un plus grand appart à Paris, il faut avoir de l'argent de côté. Toi, tu vas même pas avoir les fiches de paye qui vont garantir un loyer si on veut changer d'appart. Donc, quelque part, c'était vraiment toute cette peur qui était le retage de son histoire à lui que je devais subir. Et là, c'était vraiment déstabilisant pour moi. Et je n'ai pas trouvé en mon mari quelqu'un avec qui faire le power couple. C'était pas possible, en fait. Parce qu'il n'est pas comme ça, lui. Et quand je suis venue en France et quand je l'ai rencontré, c'est parce qu'il était stable, vraiment très stable, et quelque part, c'est l'un des gars qui a 40 ans qui a démarré dans une boîte et qui n'a jamais changé de boîte. Ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc, il est vraiment comme ça. Et c'est pour ces raisons-là que je l'ai choisi. Et donc, après, ça aurait été cruel de lui dire « Ah bah tiens, tu n'es pas élastique, tu n'es pas souple. » Eh bah oui, mais c'est la raison pour laquelle je t'ai choisi au départ. Donc, quelque part, je ne pouvais pas lui reprocher la raison pour laquelle j'étais venue en France. Et là, c'est là où, en fait, on se rend compte que toutes et tous, d'ailleurs, même les mecs, on a comme un manuel. C'est-à-dire qu'on a nos idées,
un peu arrêté parfois sur ce que c'est pour nous l'homme idéal, la femme idéale. Et on s'est dit, il devrait être comme ça, il devrait me soutenir, il devrait jeter les poubelles, il devrait pas s'énerver si je travaille le dimanche. Et finalement, en fait, tout ça, c'est juste un manuel qu'on trimballe et qu'on veut que l'autre respecte. Et dès que l'autre ne le respecte pas, voici que notre harmonie émotionnelle est déstabilisée et on va commencer à reprocher à l'autre des choses. Ouais, je vois. Et donc, c'est là où, en fait, tout ça risque de claquer, de clasher. Et c'est là où tu soutiens. Et exactement. Donc, finalement, c'est aussi voir, quand on parle des 5 langages de l'amour, c'est aussi de voir de quelle façon cette personne te montre de l'amour, qui n'est peut-être pas la façon dont toi, tu voudrais qu'il te la montre. Et c'est quand tu acceptes la personne, et c'est là on parle d'amour inconditionnel, comme il est vraiment, dans tous ses défauts, dans tous ses... Et tu arrives à l'accepter, parce que parfois, tu as des choses que tu ne peux pas. Et d'ailleurs, c'est le problème quand il y a un clash de valeurs. Quand il y a un clash de valeurs, tu peux essayer de changer ton mindset, au bout d'un moment, ça va tellement revenir sur le tapis qu'au bout d'un moment, ça va clasher. Mais quand c'est juste, j'aimerais bien qu'ils me soutiennent, qu'ils comprennent pourquoi je... Et finalement, moi, je souffrais au départ quand il y avait Lucie qui me disait « Viens chez moi, on fait une fête, ». Et je disais à mon mari « Viens, amène Greg ». Et lui, il voulait pas venir. Moi, j'en souffrais parce que je me dis « Punaise, je peux jamais faire des activités avec lui ». Et du coup, j'avais le choix. Est-ce que je vais lui en vouloir et du coup, quelque part, aller à la banqueroute, ou est-ce que je pouvais tout simplement dire ok, il ne partage pas ça avec moi, mais moi j'ai ma vie, j'ai mon jardin secret et j'ai aussi le droit d'aimer être avec mes copines, avec mes copains, même si c'est des personnes que lui il voit pas, mais c'est pas parce qu'il a quelque chose contre, hein, c'est juste que c'est pas son mode de vie. C'est sa façon de vie. Exactement. Donc quelque part c'est là où il faut faire. On peut avoir des attentes. Moi je pense que c'est très bien d'avoir des attentes, mais attention à ne pas prendre le fait de poser ses limites comme des attentes envers l'autre. La limite, elle est là pour nous protéger, pas pour changer l'autre. Ouais, putain, t'as tellement bien conclu. Aurora la sage. Aurora la sage. Merci les filles pour cette table ronde qui était d'une valeur immense. Je pense que vous avez adoré. J'aimerais conclure rapidement sur peut-être le conseil que vous aimeriez donner à toutes ces femmes qui sont soit en train d'entreprendre et sont encore sur le chemin, soit celles qui ont peut-être l'idée, qui commencent à fleurir, ou celles qui sont fascinées par ce monde-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en peut-être une phrase, un conseil de valeur qui vous a aidé à passer de l'autre côté? Aurora. Alors moi, je vais vous dire, aimez votre différence. N'ayez pas peur de vous montrer en fait comme vous êtes vraiment, capitalisez sur votre différence. Et j'insiste par rapport à l'âge, ne vous bloquez pas, ne faites pas de ça une tare, parce que pendant des années ça m'a bloqué. Pendant des années, j'ai même caché mon âge, c'est-à-dire je ne vais pas le cacher, si vous me posez la question, j'allais répondre, mais si tu veux, si on ne me la posait pas, j'évitais la question, quoi. Et non. Si vous avez envie d'entreprendre et peut-être vous arrivez dans l'entreprise, vous arrivez à 35 ans, vous avez eu un enfant et vous vous rendez compte que vous êtes mis au placard, parce que ça arrive encore, et vous avez envie de faire autre chose, bien sûr, faites-le dans les règles du jeu, c'est-à-dire comme tout à l'heure tu le disais, avoir une sécurité financière, mais n'ayez pas peur de vous lancer. Moi, je vais aller très rapide, c'est la curiosité. À partir du moment où tu as trouvé ton don, ta fibre, va parler avec des Instagrammeuses que tu aimes, va parler avec des blogueuses que tu aimes, va trouver des livres, commande des livres, va regarder des vidéos YouTube, cultive-toi, et c'est ça, cultive ton jardin secret et fais ton univers et fais ton monde et deviens une spécialiste de ce que tu es. Comme ça, tu vas vraiment développer ta propre personnalité, ton propre monde, et surtout diminuer ton syndrome de l'imposteur et faire des rencontres incroyables. Et moi, je dirais que ça rebondit sur ce que vous avez dit aussi, mais il faut rester éthique, ça c'est quand même super important, empathique, parce que c'est aussi comme ça qu'on aide nos clients, avec l'empathie qu'on peut développer, et être créatif, parce que la créativité, c'est ce qui fait tout. C'est notre feu. C'est ce qui fait tout. Merci les filles d'avoir été là, vraiment allez les suivre, elles sont extraordinaires. Et moi, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est croyez en votre foi, écrivez-la et mettez des actions en place. Quand même, pour moi, entreprendre, c'est passer de l'inaction à l'action. Donc, passez à l'action. Et justement, à ce sujet-là, je vous invite à cliquer sur le lien en description tout de suite, puisque j'organise une masterclass sur les secrets qui m'ont permis moi aujourd'hui de vivre de mon activité, et je vais vous les transmettre, vous les délivrer, notamment dans cette formation. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Merci encore les filles pour votre valeur, et à tout de suite dans les commentaires.